10 à 14 degrés sur la moitié sud. Merci beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et ce soir, chers amis, on vous souhaite la bienvenue. Ce sera sans Philippe David qui m'a abandonné comme un vieil animal dans sa cage. Il nous écoute, en tout cas, on l'embrasse bien sûr. Et autour de cette table, Philippe Bilger, malgré tout, qui est venu et qui a bravé la tempête. Bonsoir Philippe. Ça va tout de même, les grands froids, on peut les supporter. Ça il est venu à scooter, on vous l'a dit, Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant. Comment ça va? Ça va, vous Fraîchement. Vous vous réchauffez? Je me réchauffe. J'ai 1h30 pour me réchauffer. Voilà, vous avez retrouvé une couleur de peau tout à fait normale. Samuel Botto est avec nous, communicant chez Step Conseil. Bonsoir. Le teint rose. Le teint rose, c'est ça, le teint rose, exactement. Et vous, au 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h30. Et on va revenir sur l'actualité du jour avec cette belle avancée sur le plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, selon Donald Trump et Volodymyr Zelensky, avec cette question du jour. Sommes-nous proches d'un accord de paix? Pour l'instant, vous dites non à 56%. Et puis, en cette période de Noël, les Français ont dépensé visiblement 10% de plus que l'an dernier. Et on vous a posé une question sur notre compte X. Est-ce que les Français se sont lâchés les Français se sont lâchés à Noël selon Serge Papin. Est-ce que c'est selon vous de la générosité, du plus de pouvoir d'achat ou des produits moins chers? Vous dites pour l'instant en majorité que ce sont des produits moins chers à 47% et de la générosité quand même à 36%. Et puis d'ici 10 ans, près de 700 000 entreprises devront être transmises et de nombreuses PME et TPE ne retrouveront malheureusement pas de repreneurs. Alors faut-il défiscaliser la transmission d'entreprises aux salariés? Vous dites un grand oui à 92%. On est ensemble les amis jusqu'à 19h30. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat du jour. Bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise. Le nouveau président est une personne intelligente. Le Kremlin a pu contribuer à faire que Trump arrive à la Maison-Blanche. Trump veut se débarrasser de la guerre. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. J'obtiendrai cet accord en 24 heures. Avec Donald Trump, on ne peut rien exclure. Je leur promets le feu et la fureur. Les vraies voix Sud Radio. Et donc sur ce plan de paix, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se disent satisfaits de cet échange fructueux. On en parle avec Olivier qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Olivier, bienvenue. Bonsoir Cécile. Alors je suis désolé que vous soyez seul, vous sentez seul par l'absence de Philippe, mais vous êtes quand même très bien accompagné sur le plateau. Toujours. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Je l'ai choisi, ils ne sont pas là par hasard. J'essaye de m'entourer, comme ça j'ai moins de boulot. Il n'est jamais inutile de le redire. C'est bien, absolument. Olivier, on vous souhaite la bienvenue en tout cas. Que pensez-vous de cette... Est-ce que pour vous, à cette question du jour, est-ce que nous sommes prêts à un accord de paix selon vous? Alors, je ne suis pas un expert, mais un spectateur qui se cultive tous les jours, assidu. Mais je dirais que je suis un peu quand même dans le doute. Partagé entre pessimisme et optimisme, parce que pour moi, il y a plusieurs facteurs majeurs. C'est très complexe en fait tout ça. Une solution militaire, le total semble improbable, parce que ni la Russie ni l'Ukraine ne peuvent obtenir une victoire rapide et décisive à court terme. Et puis, je sais pas, une discussion sur les territoires occupés sans mettre les points bloquants toujours. Et puis là, je viens de lire que apparemment Zelensky aurait 2 points qui bloquent. Ce serait le référendum qui voudrait être soumis à son peuple pour la paix. Et puis il y a une histoire avec une centrale nucléaire. Si je me trompe pas, qui semblerait être 2 points bloquants. En fait, c'est le problème, c'est le Donbass en fait. Oui, c'est le Donbass, oui. Et ça implique tellement de compromis politiques, tellement coûteux pour les deux camps que voilà, je reste dans l'expectative. Philippe Bilger. Dans les phases un peu contrastées auxquelles Donald Trump nous a confrontés ces derniers mois, entre dénonciation, pessimisme et enthousiasme excessif,
aujourd'hui, mais avec beaucoup de prudence, j'irais plutôt vers la seconde branche de l'alternative. Je ne dis pas, et vous venez de l'évoquer, Cécile, que le Donbass ne reste pas un gros problème, mais en dehors de l'information qu'on a eue à l'instant, où semble-t-il Poutine recommence à jouer ce jeu un peu sadique de retarder l'accord qu'on attend de lui, il me semble un petit peu qu'il y a une forme d'espoir dans la mesure où le président Zelensky semble assez accordé pour une fois avec ce que les Américains proposent et qui pourrait, on ne sait jamais, complaire aux Russes et à l'Europe bien entendu. Donc j'ai un optimisme très très mesuré, ma chère Cécile, mais un petit optimisme tout de même. Alors dernièrement, sachez qu'une attaque de drone a eu lieu aujourd'hui sur la maison de Vladimir Poutine qui accuse bien sûr l'Ukraine. Ouais, c'est exactement. Moi, je serais moins optimiste que mon ami Philippe. Alors, je sais qu'en termes de négociation, c'est toujours bien de séquencer, mais il me semble que tant qu'on ne mettra pas autour de la table en même temps et dans le même lieu les trois présidents, je pense que Poutine aura toujours loisir de trouver une escapade et de refuser finalement une avancée de négociation entre les États-Unis et l'Ukraine. Ouais, puisque ça avance, ça recule. Voilà. Samuel, il ne joue qu'à ça, Vladimir Poutine. Moi, vous savez, ça fait 8 mois que je suis dans les vraies voies. Je crois qu'en 8 mois, on a débattu du conflit en Ukraine et des réunions que pouvait tenir Donald Trump au moins une bonne quinzaine de fois, avec toujours cette finalité qui était de dire le vrai maître des horloges dans cette histoire, c'est Vladimir Poutine. Et finalement, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir attendre que les négociations avancent jusqu'à un certain point. Et je vais vous dire, je pense que les négociations qui se sont jouées ces derniers jours, c'était pas vraiment son affaire et il n'a pas regardé ça de plus près. Pour pouvoir dire au dernier moment, en fait, attendez, moi j'ai encore ça, là je suis pas d'accord. Et au final, repousser indéfiniment ce problème et pouvoir continuer à mener ses offensives. Donc, est-ce que je suis optimiste? Non, absolument pas. On est entre les mains de Vladimir Poutine, ça m'inquiète énormément. Et de voir que ce conflit persiste depuis maintenant quasiment plus de 3 ans, ça m'incite à énormément de pessimisme pour nous-mêmes Européens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, avec Poutine et Donald Trump, aussi des gens qui changent un peu d'avis tout le temps? Ça avance, ça recule, et ça crée des mouvements. C'est difficile quand même face à deux pays, et en tout cas deux présidents qui ne sont pas apaisés déjà. Absolument, Cécile. Les deux, dans un genre différent, ne le sont pas, même si la rigidité cynique de Poutine est impressionnante, à mon avis, sur le plan du pire, par rapport aux fluctuations, comme je le disais tout à l'heure, à la fois politiques et psychologiques de Donald Trump. Mais vous pointez là quelque chose d'essentiel, c'est que les deux protagonistes, je mets à part l'Europe, et moi je considère que le président Macron a un rôle assez positif dans ce domaine-là. Les deux protagonistes, Poutine et Donald Trump, sont des gens qui ne sont pas naturellement accordés à une diplomatie paisible. Oui. Et je pense que Donald Trump est animé par une volonté de changer de posture à tout moment. Mais pour moi, Poutine est beaucoup plus constant en fait. Il est plutôt en retrait, laissant les situations avancer et réagissant en fonction des opportunités. Lui, il bouge pas. Il bouge pas. Donc du coup, il y a une vraie constance. Et du coup, en fait, l'instantanéité, le changement permanent, c'est vraiment incarné par le président américain, mais qui n'a finalement que d'autres solutions que de faire ça, puisque sinon il se passerait rien. Il a quand même un mérite, c'est de vouloir remuer le truc. Mais après, le résultat est jamais très concluant. 30 secondes, Samuel. Vous avez eu une phrase très intéressante, Pierre-Yves, quand vous dites qu'il faudrait que les trois se parlent dans le même bureau. Poutine, il n'a pas envie de parler avec Zelensky, c'est aussi simple que ça. Bah, la preuve, Et Zelensky, il veut l'Europe en plus. Ah oui. Le problème, c'est que c'est pas Noël, les amis, donc ça va être compliqué. Allez, on reviendra dans un instant avec cette période de Noël où les Français, finalement, ont dépensé 10% de plus que l'an dernier. On verra si c'est vraiment un problème de pouvoir d'achat, si c'est finalement de la générosité ou des produits moins chers. Vous dites pour l'instant de la générosité, des produits moins chers. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Et si vous cherchiez les vraies voix, elles sont chez nous, bien entendu. Tous les jours de 18h à 20h, avec Philippe Bilger en tête de proue. Et pas tête de gondole, c'est quand même mieux. Non. Oh, il est là, comme ça. Voilà. Les bras ouverts sur le monde. Avec Pierre-Yves Martin à côté de lui, entrepreneur et consultant. Il est pas mal aussi. Il est là, voilà. Il donne. Et il donne aussi Samuel Botton, communicant chez Step Conseil. Et vous, au 0826 300 300. Et on va revenir sur ces Français qui se sont lâchés à Noël, selon Serge Papin, le ministre, et on vous pose la question, est-ce que vous estimez que c'est de la générosité, la hausse du pouvoir d'achat ou des produits plus accessibles? Et la réponse, pour l'instant, vous dites que c'est de la générosité et des produits moins chers. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel Botton? Est-ce que vous pensez que finalement c'est de la générosité de dire tant pis, coûte que coûte, on paye et puis après on verra comment on mange? Je pense que le ministre, il n'a pas suffisamment lu la presse ces derniers mois. S'il l'avait fait, il se serait rendu compte que pour financer Noël, vous avez 4 Français sur 10 qui font un prêt, un crédit revolving ou autre. Donc en l'occurrence, ces 4 Français sur 10, ils continuent de rembourser leur Noël jusqu'au mois d'avril. Alors après, on est face à une période de fête. On sort quasiment chaque année, selon les discours des présidents, d'une année très difficile. Il y a l'envie de se faire plaisir. Il y a aussi les modes de consommation qui ont évolué. Là où avant, il y avait ce repas traditionnel du réveillon, aujourd'hui, face à des multiplicités familiales, vous en avez certaines qui enchaînent 1, 2, 3 Noël, ce qui fait que la facture grimpe. Maintenant, d'expliquer pourquoi les Français ont beaucoup plus consommé cette année que les précédentes, je ne saurais pas le faire. Mais je sais qu'il y a quand même eu de la casse là-dedans. Allez, on va poser la question à Laurent aussi. C'est Laurent qui est avec nous, 0826 300 300, et qui nous appelle de Montpellier. Est-ce qu'à Montpellier, on dépense plus que partout ailleurs? Bonsoir Cécile. Bienvenue, bonsoir à tous. Laurent. Bonjour. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un Noël joyeux déjà. Absolument. Et c'est un plaisir en tout cas de revenir travailler pour le partager avec vous. On vous écoute. Ah voilà. Donc moi je pense que les dépenses ont été raisonnables, mais il fallait se faire plaisir pour ma part et ma famille. Il fallait faire plaisir un peu à tout le monde et se retrouver en famille. Un Noël classique quoi. Et après faire une analyse macro de tous les Français, ce n'est pas possible parce que les revenus. Laurent, pardon, je vous coupe. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir dépensé plus que les autres années? Pour ma part, non, je suis resté raisonnable, mais je n'ai pas quand même compté à quelques euros. Il faut un peu. Chaque année, c'est pareil. Les dépenses sont supérieures aux week-ends traditionnels ou aux vacances traditionnelles. Oui. Mais ça, c'est bien normal. C'est une fête annuelle, la nativité. On croit, on ne croit pas, mais c'est une fête familiale quand même. Ouais, il faut faire plaisir. Philippe Bilger. Voilà. À partir des expériences familiales que j'ai eues et plus au-delà de celle-ci, j'ai l'impression tout de même que on a fêté Noël d'une manière particulièrement allègre et peut-être en n'exagérant pas dans le domaine somptuaire, mais en faisant preuve de générosité. Et je me demande s'il n'y a pas là la compensation à une période et à une année qui a été finalement plus maigre. Grisailleuse, et c'est un euphémisme. Et donc il y a les deux. Je crois que on a fait attention, mais on a voulu à toute force oublier peut-être ce qu'on avait vécu de difficile. Pierre-Yves Martin. Oui, je suis d'accord. En fait, en écoutant les échanges, je me disais que j'étais bien incapable de répondre clairement à la question. Parce qu'effectivement, la consommation là sur 2025, elle est extrêmement compliquée à suivre et surtout à anticiper. Donc peut-être qu'il y a eu un effet, un contre-effet en fin d'année. Ce que je comprends pas, c'est par exemple les repas de Noël. Par exemple, on a observé que le modèle des raclettes ou des plats un petit peu conviviaux qui coûtent moins cher qu'un foie gras, la dinde, etc. On le vend en poupe. Tendait à se généraliser. Ouais. Donc du coup, il y a certainement peut-être un petit effet de vouloir se faire plaisir ou de se réconforter. Je sais par exemple que dans l'alimentation, il y a un recentrage assez fort sur le sucré, parce qu'en temps de crise, on a plus tendance à consommer du sucré parce que ça nous rassure, il y a un côté cocon, etc. Donc il y a peut-être des éléments comme ça de réassurance personnelle, consciente ou inconsciente. Et dans tout ça, il y a eu une vraie offensive de la grande distribution qui a largement joué le jeu au niveau des promotions, au niveau des têtes de gondole en magasin, si j'ose dire. Donc il y a tout aussi ce marketing qui s'est mis en place. Alors effectivement, je rejoins Philippe.
il y a eu un côté peut-être un peu plus sobre. Je parle même au niveau de la nation, que ce soit les éclairages qu'on a l'habitude de voir en ville, du moins dans les grandes, que ce soit, c'est pas forcément Noël, mais le 31 avec ce concert qui n'aura pas lieu forcément en direct et sur les champs. On revient un peu de normalité, de la sobriété, c'est pas plus mal, et finalement ça permet aussi peut-être à certains de retrouver le sens initial de cette fête, tout en se faisant plaisir, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Pour beaucoup aujourd'hui, Noël, c'est une fête qui permet de se rassembler en famille. Quand on est en famille, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une belle table et on essaye de bien manger autant que possible. Laurent, vous avez la qualité des cadeaux, mais aussi la qualité du repas ou pas ? Oui, bien sûr, la qualité du repas, mais je trouve que d'année en année, c'est un repas moins riche, plus digeste, quoi, parce que vous avez fait quoi, vous, Laurent, par exemple ? Nous avons mangé un gigot de 7 heures. Ah oui, quand même. En plat principal. Voilà, c'est pas un peu long pour un gigot, ça, 7 heures ? Non, je plaisante. Non, mais je plaisante. Elle l'a mis à cuire, et puis 7 heures après, enfin, en 2 fois, elle a fait cuire en 2 fois. Et pas de foie gras, pas de truffes, pas tout ça. Si, mais très léger, en restant avec des quantités raisonnables. C'est le concept du foie gras très léger. Voilà. Non, mais il suffit de manger quelques grammes, quoi. C'est pas une tranche de foie gras poêlé de 100 grammes, avec ensuite des truffes. Et non. Ça y va à Montpellier, hein. Voilà. On s'allège quelques huîtres, on s'allège, et ensuite un petit gigot de 7 heures, et ensuite le dessert, quoi. Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est pas un petit repas quand même, Philippe Bilger. Alors ça dépend si vous parlez du 24 ou du 25, ma chère Cécile. Ah oui, parce que le 24, alors là, foie gras, saumon, escargot, crevettes, pas de plat principal, mais à la bûche, bien sûr, et le lendemain, c'est le chapon. Voilà, c'est la tradition. Pour moi, ça a été le choix. Pierre-Yves Martin. Moi, c'est plutôt le 24 au soir, et le 24 au soir, on a mangé un bœuf Wellington. Ah, dis donc. Voilà. Ça revient très fort. Et avant, on a pris effectivement une entrée avec du foie gras, parce qu'on adore le foie gras. Et beaucoup de cadeaux autour. Et beaucoup de cadeaux, on est très gâtés, On est très gâtés, mais c'est important de se faire des cadeaux. Et vous gâtez aussi, vous ? Ouais, j'essaie, Je suis pas très radin, en fait, donc j'essaie de gâter les autres. J'attends mon cadeau. Et ne riez pas, c'est j'entends le message, c'est sérieux. Est-ce que vous êtes lâché, vous, Samuel ? Non, j'ai fait les choses normalement. Alors après, c'était assez participatif. Puisque sur tous les convives que j'avais, une personne a ramené du foie gras, une autre a ramené un plateau de fruits de mer, moi je me suis occupé du chapon. Donc bon, voilà ça s'est bien passé à ce niveau-là. Après, si vous voulez qu'on parle des cadeaux, je ne suis pas forcément satisfait de tous mes cadeaux. Ah bah voilà. Donc c'est vous qui avez revendu tous vos cadeaux. On va en parler. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas, d'avoir témoigné pour ce moment. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre du temps libre, par exemple ? Et c'est Clarisse qui est avec nous de Bordeaux. Bonsoir Clarisse. Bonsoir à tous. Pardon, à chaque fois je me trompe. Bonsoir Madame le ministre, on est ravis de vous accueillir. Ah, quand même. Donc, Madame le ministre... Non, dis-le. C'est une fonction. Maintenant, les femmes... alors, à moins que vous préfériez là, mais normalement, on dit le. Mais bon, si vous préférez la ministre. Votre programme, alors, de ce temps libre, c'est quoi ? Alors, donc, moi, si j'étais ministre du temps libre, déjà, je commencerais par le considérer comme un bien essentiel. D'accord. Comme au même titre que la santé, l'éducation, le travail. Oui, voilà. C'est intéressant. Ensuite ? Voilà. Donc, le ministère serait... il y aurait un petit leitmotiv dans ce ministère, ça serait le temps libre n'aura pas vocation à être productif. Ah bah en plus c'est son slogan. Le temps libre n'aura pas vocation à être productif. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis ministre ou je le suis pas. Mais vous avez raison. Donc voilà, alors moi, je réduirai le temps de travail à 30 heures par semaine. D'accord. Ok. Je donnerai un week-end de 3 jours par mois, sans récupération bien sûr, c'est cadeau. Et j'autoriserai à 20 minutes de sieste excusez-moi, c'est mon chien, désolé. J'autoriserai 20 minutes de sieste tous les jours. D'accord, ah oui, carrément. Ah ben dites donc, vous allez faire des émules, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vous suivent. Samuel Botton. Oui.
Il faut du temps pour soi. Écoutez, on donne. Ah bah c'est le ministre du temps libre. Là, donc pour le coup, on est dedans. Alors, Madame la ministre, restez avec nous. Samuel Botton. Sur le principe, je suis totalement pour. Sur la faisabilité, je pense qu'il y a beaucoup de choses, notamment la semaine de 30 heures, qui vont vous valoir beaucoup d'opposition, notamment à droite. Et par contre, d'une manière un peu plus sérieuse, sur les 20 minutes de sieste, plus spécifiquement en entreprise, vous avez entièrement raison, et on devrait même inciter certaines entreprises, au-delà d'une certaine taille, donc passer 20 collaborateurs, à avoir des espaces et des infrastructures qui soient dédiées à ça. Absolument. Parce qu'un collaborateur qui dort 20 minutes, c'est un collaborateur plus efficace. Peut-être, mais ce qu'il y a d'intéressant dans la politique que prévoit Madame la ministre, c'est qu'elle est très frontalement en opposition avec notre époque qui privilégie encore un peu le travail, la rentabilité, et elle y va de manière très maximaliste. Et après tout, pourquoi pas, comme vous l'avez très bien dit, Cécile, je suis persuadé qu'elle aura l'adhésion de beaucoup de Français. Absolument, Pierre-Yves Martin. Moi, je retiens bien cette idée de sieste, et peut-être aussi de... Vous la faites pas de 20 minutes, vous, beaucoup plus. De plusieurs heures, vous me connaissez, je ne fais que ça, c'est bien connu. Sinon, je fais du scooter. Il travaille entre les siestes. Non, j'aime bien cette idée de sieste, et aussi peut-être de je ne sais pas si c'est réaliste, mais peut-être d'une plus grande autonomie des uns et des autres, quant à l'aménagement de ces journées de travail. Il y a des personnes qui sont vraiment efficientes le matin, d'autres qui sont plutôt efficientes en fin de journée, etc. Mais bon, après, il faut que les deux parties puissent se synchroniser et que ça avance l'entreprise. Mais si à chaque fois vous devez parler à quelqu'un qui dort, ça va pas être facile. C'est pour moi que vous dites ça, c'est sympa. Hein. C'est ça. En tout cas, Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Rien. Et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et surtout prenez du temps pour vous. C'est important. Merci Madame la ministre. À bientôt. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de nos vraies voix, Philippe Bilger. Marine Le Pen dit que Jordan Bardella peut gagner. Avec vous, Samuel Botton. Tennis, la guerre des sexes, partie 2, puisqu'on a eu un match ce week-end qui était une honte absolue. Pierre-Yves Martin. Moi, je voulais revenir sur la crise et la grève des agriculteurs et de paralléliser la manière dont l'État réagit par rapport à ce qui avait pu se faire l'année précédente. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Cécile de Ménibus. Et autour de cette joyeuse table, Philippe Bilger qui est avec nous et Samuel Botton, communicant chez Step Conseil, Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant, et vous bien entendu 0826 300 300, ce numéro de téléphone est pour vous et vous pouvez l'utiliser tant que vous le voulez, et c'est notre ode nationale qui vous attend bien entendu. Tout de suite, c'est le tour de table de l'actu. Allez la vedette, à table. Allez, vous êtes des vedettes de la télé. Avant d'être un cerveau, Philippe Bilger est un corps. J'ai toujours rêvé d'être Harrison Ford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Mais non. Taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, Jordan Bardella peut gagner 2027 à ma place, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Si vous le permettez, Cécile, je suis accablé quand on parle de mon corps, alors qu'un splendide corps vient de nous quitter. Oui, c'est vrai. À 91 ans. Mais en effet, Marine Le Pen, depuis le début, depuis qu'elle a été condamnée, est obligée de tenter de concilier à la fois une stratégie judiciaire dont enfin elle a compris qu'il fallait la changer, et d'autre part le fait qu'elle voulait maintenir sa crédibilité comme candidate pour 2027. Mais il me semble qu'aujourd'hui, non pas qu'elle soit plus pessimiste en apparence qu'hier, elle cherche surtout à valider, à renforcer la légitimité et la crédibilité de Jordan Bardella, dont elle dit clairement qu'il va gagner s'il est candidat en 2027. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bis-bis entre les deux, Samuel Botton? Il y en a toujours, mais il y a un donneur d'ordre et un exécutant. Le donneur d'ordre, c'est Marine Le Pen, l'exécutant, c'est Bardella, et leur relation me rappelle presque celle de Poutine et Medvedev, où finalement, le deuxième n'attend qu'une chose, c'est que le premier lui coupe la tête, parce que ça finira par arriver à un moment. Après, juste un dernier point, je trouve quand même qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est une des meilleures stratèges, que ce soit en termes de politique ou d'image. Elle fait ce que Nicolas Sarkozy aurait rêvé de faire, c'est-à-dire avoir une image de martyr.
Pierre-Yves ? Oui, je sais pas si. Je ne sais pas si Marine Le Pen est une si grande stratège que ça, parce que j'évoque ça parce que je me souviens du dernier débat présidentiel. Quand on est un vrai stratège, on prépare un peu mieux son intervention. Mais des fois, vous avez des lacunes en économie qui sont si grandes que vous ne pouvez pas les combler. Bon, bref. Et après, je sais pas si... déjà, je me dis, j'ai aucune empathie pour Marine Le Pen, mais je me dis que pour elle, ça doit être terrible, parce que c'est quand même l'objet de sa vie. Ouais. Hein, et au dernier moment... D'être empêché. Empêchement, etc. Et il y a un côté dureté dans la vie, quoi. Voilà. Et je ne sais pas si leur rapport 2027, c'est encore pour moi très loin. Et du coup, la relation qu'ils ont tous les deux peut basculer, peut empirer, et peut-être que Bardella va vouloir prendre un peu plus d'autonomie et que ça va alimenter une friction supplémentaire. Oui, moi, je ne crois pas, et avec quelle volupté beaucoup de gens, pas vous, Pierre-Yves, sont persuadés qu'il y aura à un moment donné une rupture, un affrontement. Il faut bien voir qu'entre lui et elle, il y a des différences de fond tout de même. Ouais. On a avec Marine Le Pen une sorte de populisme un peu imprévisible et qui va partout, et avec Jordan Bardella, on a l'amorce peut-être d'un retour à une droite de gouvernement. Eh ben écoutez, Samuel Botton, incroyable à Dubaï, qui visiblement crée des remous sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai pas regardé une seule minute, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Le sport féminin a dû lutter de nombreuses années pour avoir la place qui était la sienne sur les antennes de télé et auprès du grand public, chose que d'ailleurs les diffuseurs font très bien de ces dernières années. Et tout ça pourquoi ? Pour finalement se voir réduit à un match entre la numéro 1 mondiale et un joueur de tennis qui est Sabalenka et Kyrgios, qui est 30 ou 40e mondial actuellement, mais beaucoup plus talentueux. C'était ce match-là, oui. Donc voilà, un affrontement avec des règles, alors un terrain pour l'une, un terrain un peu plus grand pour l'autre. Et la question que je me suis posée, c'est était-ce nécessaire ? Est-ce que le sport féminin en ressort grandi, voire même le sport masculin, parce que ça s'applique à lui aussi. Et est-ce qu'on avait besoin de voir ça ? Absolument pas. Quand je veux voir du sport, je regarde un affrontement entre deux femmes ou deux hommes ou entre deux équipes masculines et féminines, mais j'ai pas besoin d'une parodie de sport pour me prouver quelque chose déjà qu'on suppose et que l'on sait sur les différences de performance. Et puis surtout, en fait, c'était vraiment une vraie parodie de sport et une honte. Alors, beaucoup de mérite à Sabalenka quand même, qui fait son match, qui va chercher ses points, qui essaye tant bien que mal avec ses qualités, mais il n'y a absolument rien à retenir de ça. Alors, il faut rappeler quand même que ça fait référence à un événement, il y a 52 ans, après l'Américain Bobby Riggs et les deux meilleures joueuses de l'époque, Margaret Court Smith et Billie Jean King, qui ont gagné. Elles ont joué contre un alcoolique à l'époque. Oui. Mais c'est sûr que je n'ai pas vu le match. Donc, mais moi... ça tombe bien alors. Non, mais lors à certains moments, je rêvais de voir s'affronter. Par exemple, j'aurais beaucoup aimé voir de manière sérieuse, en dehors du cirque médiatique, j'avais une idole qui était Steffi Graf, contre un homme, rien que pour mesurer la validité d'un écart. Et souvent, je me disais, mais est-ce que ces femmes remarquables ne pourraient pas tenir le choc ? En ce sens-là, je trouvais que l'idée n'était pas mauvaise. Pierre Martin. Mais ça dépend aussi du type de jeu. Enfin, je dis ça comme si j'étais un grand spécialiste du tennis, mais point du tout. Parce que j'ai l'impression que suivant les époques, il y a des époques où les joueurs ou les joueuses jouent à fond. Il y a seul contre la violence du match. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a d'autres époques où c'est plus dans la technicité, dans la souplesse, dans l'agilité. Donc peut-être que suivant le type de match, la relation homme-femme peut être différente et du coup changer de résultat. J'aurais eu tendance à penser que c'était surtout au niveau du service que la différence se faisait. C'était étonnant, parce que ce qui m'a étonné, c'est que vous l'avez vu, Cécile, le match ? Oui, j'ai regardé un petit peu, et
comment s'appelle le côté de la joueuse Sabalenka, c'est 9 cm de moins. Donc où on joue à armes égales et on regarde ce que ça peut faire. Et c'est ça qui était très bizarre. On se dit. Là, absurde. Et là, l'expérience aurait été intéressante de dire la vitesse, la réactivité. Voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Et là, visiblement, ça a fait un véritable fiasco sur les réseaux sociaux. Absolument, c'est même assez condescendant pour Zabalenka, qui aurait été parfaitement capable de jouer sur un terrain normal. Hein. Absolument. Et qui le méritait. Gagné, en définitive. Kyrgios. Oui. 6-3, 6-3. Mais ce qui n'est pas déshonorant dans la c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est ça elle cogne, elle est douée. Elle est Puis surtout, c'est elle qui a tout à perdre dans cette histoire. Elle n'avait aucun besoin d'aller là-bas. Elle le fait, elle y va et elle joue le jeu jusqu'au bout. Alors, Pierre-Yves Martin, la difficile synchronisation entre l'État et les agriculteurs qui revient sans cesse. Oui, en fait, je suis un peu frappé, voire extrêmement étonné par la manière, c'est pas du tout une critique, mais par la manière dont le gouvernement gère cette relation avec la mobilisation agricole cette année. Je m'attendais... Que cette année? Non mais attendez. Ah d'accord. Particulièrement cette année parce que la précédente fois c'était Gabriel Attal qui avait géré cette communication et enfin cette relation. Il l'avait fait avec beaucoup de brio sous un angle très prononcé de communication qu'il maîtrise très bien et du coup ça m'avait donné l'impression que finalement les politiques, les gouvernements sur le sujet agricole avaient fini par comprendre la nécessité d'aller sur le terrain, de jouer la carte de la mobilisation, etc. avec certes un cadre de communication un peu excessif, mais en tout cas, il y avait une volonté de faire du terrain. Et je pense que c'est un discours et des éléments de langage sur lesquels les agriculteurs sont sensibles. Et là, de la part de la culture, comme du chef de gouvernement, Le Cornu, il y a quelque chose d'assez distant, c'est-à-dire il y a des réunions avec les syndicats d'agriculteurs, il y a eu une visite de la ministre, mais c'est tout. On a communiqué sur le fait que le Cornu allait envoyer des propositions sous 10-15 jours. Enfin, tout cela est très distant et j'étais très surpris. Je me suis demandé finalement pourquoi cette différence et apparemment il y a une volonté de la part de Le Cornu de ne pas vouloir personnifier, de ne pas vouloir incarner cette relation, parce que certainement c'est trop sensible, que ce soit sur le Mercosur ou sur la crise bovine, et qu'il y a une volonté de prudence. Mais par rapport à ce sujet de prudence, cette approche de prudence, je me dis que compte tenu de la colère qui ne finit pas de monter de la part des agriculteurs, il aurait fallu du dialogue. Il aurait fallu peut-être un peu plus de panache, un petit peu plus de théâtralisation aussi, pour essayer de montrer, d'envoyer des signaux un peu plus concret et un peu plus dans l'interaction avec le monde agricole. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous, Pierre. J'espère bien, parce que sinon on s'ennuierait. Non, mais peut-être que j'ai perçu la chose autrement. Ouais. Dans les premiers jours, d'accord. Ouais. Le gouvernement n'a rien fait qui pourtant aurait été nécessaire. Après, il me semble que trop tardivement, ils ont compris l'importance du dialogue et de la concertation avec, évidemment, à leur avantage, l'outil fondamental pour faire cesser les contestations, c'est-à-dire le temps qui passe. Donc, je ne suis pas totalement... Mais en fait, sur le temps qui passe, pour moi, c'est un élément très dangereux, parce que plus le temps passe, plus les agriculteurs ont de la matière à alimenter une colère et à réagir par rapport à ça. En panache et théâtralisation ne sont pas des mots qui vont à Sébastien Le Cornu, où il est plutôt dans la discrétion, la retenue. L'analyse est bonne dans la mesure où, effectivement, il ne veut pas personnifier. Il a raison, parce que là, il n'est pas juste en train de jouer son premier coup, il est en train de jouer les 4 coups qui vont suivre. Et comme vous l'avez dit, il y a le Mercosur, il y a d'autres négociations. Ensuite, la colère des agriculteurs, elle est beaucoup plus grande aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 2 ans. Ça ne se gère plus de la même manière. Et après, à titre très personnel... Parce qu'ils se sont sentis trahis depuis la première fois. Mais depuis la première fois, et les fois d'avant, bien sûr. Et bien d'autres choses. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur ce moment de flottement qu'il y a eu sur les premières peut-être 24-48 heures. Et encore toute proportion gardée, parce que je vois une ministre, certes un peu abrupte, mais qui va au contact, qui communique, qui délivre ses éléments de langage. Mais c'est effectivement juste après où vous avez eu cette prise de conscience peut-être de la part de Sébastien Le Cornu qui a enchaîné, je crois, 2 ou 3 rendez-vous successifs avec les syndicats. Il fait ce qu'il a à faire et puis après il a d'autres problèmes à gérer, c'est-à-dire il y a un budget à faire voter, 3, 4, 5 partis qui sont pas d'accord, faut accorder tout le monde. Donc
Je pense qu'il fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire gérer les affaires avec discrétion et laisser les ministres compétents en première ligne. Oui, mais est-ce qu'on ne se rend pas compte justement que ces ministres soi-disant un peu compétents, souvenez-vous de Fesneau et là d'Annie Genevard, finalement ce sont des ministres de pacotille, puisque c'est pas eux qui décident. Parce qu'Annie Genevard a compris l'importance de la négociation trop tard, et il ne faut pas exagérer le rôle du Premier ministre. Lorsqu'il a dit « je vais prendre en main le dossier », il n'y a pas eu une révolution brutale dans le rapport entre les agriculteurs et les politiques. Oui, c'est ça le souci. Et surtout avec un Emmanuel Macron qui dit un jour « ça ne nous va pas le Mercosur » et puis on va finir par signer en janvier. Et puis voilà, donc c'est difficile d'abord pour un ministre de se positionner dans ces atermoiements. En même temps, pardon, ce qu'il y a eu d'intéressant dans le débat médiatique et politique sur cette affaire, c'est qu'on a compris que même sur le Mercosur, les choses étaient peut-être un peu plus complexes qu'on nous le disait. Et donc, c'était assez blanc et noir en général. Mais là, c'est plié de toute façon, on est d'accord. Je vais dire différemment, je pense que les agriculteurs ont un poids beaucoup plus conséquent que ce qu'on peut vouloir dire auprès du gouvernement et du président. Quand ils sortent et qu'ils se mettent en ordre de marche et qu'ils tapent un peu du poing sur la table, bizarrement, il y a des effets derrière. C'est vrai. Comme quoi. Il y a des effets, mais peut-être pas à si long terme que ça. Parce qu'en fait, il peut y avoir une réactivité de la part... Dans ce cas-là, je ne l'ai pas trouvé extraordinairement forte, mais bon. Mais c'est vrai que, par exemple, avec Gabriel Attal, il avait fait un super show, bottes de foin, etc. C'est génial. Quoi. Et puis en fait, 3 semaines après, 5 semaines après, 6 mois après, il n'y avait rien. Non, moi je pense à 2 choses spécifiquement. C'était la question des vaccinations, où au début on était sur on abat tout ce qui bouge et on n'en parle plus. Et finalement on est revenu à la question de la vaccination. Il y a un deuxième point mais qui m'échappe. Le Mercosur justement, où pour le coup on a déjà eu ce débat avec Philippe. Il y a 3 mois, Emmanuel Macron disait c'était ok, c'est bon pour moi, il n'y a pas de souci. Et finalement aujourd'hui, 48 heures après que les agriculteurs soient sortis dans la rue, on va voir, cet accord est inégal et il faut le renégocier. C'est ça. Merci les amis, allez vous rester avec nous dans un instant, l'info en plus avec cette information. Déjà au lendemain de Noël, plus d'1 million de cadeaux sont déjà retrouvés en vente sur les sites en ligne. Alors j'espère que... Vous n'avez pas, j'imagine que forcément 1 million, il y en a forcément peut-être le vôtre qui est déjà vendu. On en parle dans un instant, tout de suite. À tout moment de la journée, prenez la parole sur Sud Radio. Cécile de Ménibus. Et autour de cette table généreuse, Philippe Bilger est avec nous, Samuel Botton, communicant chez Step Conseil, et Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant. Et avec cette information dans l'info en plus. C'est devenu la tradition de Noël, certes pas très féerique, mais ô combien populaire. La revente des cadeaux bat son plein. Depuis mercredi soir, 900 000 annonces ont déjà été publiées, un record. Au pied du sapin, mauvaise surprise. Raphaël a reçu 2 fois le même cadeau. On garde lequel ? Le bleu ? Un Français sur 2 a déjà revendu au moins un cadeau à Noël. La plupart espèrent simplement récupérer un peu d'argent. 52 € en moyenne. Une aubaine pour les plateformes de revente. Les vraies voix Sud Radio. Et donc au lendemain de Noël, plus d'1 million de cadeaux sont déjà retrouvés en vente sur les sites en ligne, Antoine. Oui, on l'a vu pendant le second débat. Cette année, les Français ont ouvert leur cœur et aussi leur porte-monnaie pour les cadeaux. Mais une fois les paquets déballés, beaucoup les ont immédiatement revendus sur des sites en ligne. Que ce soit des livres, des jeux vidéo, des smartphones, quand le cadeau ne plaît pas, il ne reste pas longtemps sous le sapin. Une tendance confirmée par des chiffres, 31% des Français se disent prêts à revendre leurs cadeaux de Noël, d'après un baromètre Rakuten réalisé par Ipsos BVA. Et pour en parler, Valentin Klein Di Giacomo, directeur SI Développement et Innovation chez EasyCash, un réseau spécialisé dans l'achat-revente de produits d'occasion. Bonsoir. Bonsoir. Quels sont les profils qui revendent le plus leurs cadeaux ? Les jeunes actifs, les adultes ou les seniors ? On a vraiment tout type de clients qui viennent chez EasyCash. Globalement, notre client type, il est entre 25 et 40 ans. Et pendant les fêtes de fin d'année, les produits qu'on va surtout racheter, ça va être des produits comme les jeux vidéo, les consoles et également pas mal de mangas. Donc ce sont globalement, quand on pose la question à nos clients, des produits qu'ils ont reçus en double ou alors qu'ils ont renouvelé. C'est-à-dire que par exemple, ils vont vendre la nouvelle console, la PlayStation 5 par exemple, et donc ils vont vendre la PlayStation 4. Ah d'accord. Et c'est une tendance qui est récente, parce que c'est vrai qu'on en entend parler depuis 3-4 ans, mais avant, c'était pas le cas. Ou alors c'était plus anodin.
On a toujours eu ce pic de reprise après les fêtes. Après, ce qui est vrai, c'est que la deuxième main, elle se démocratise. Le fait de revendre un produit devient très courant dans la consommation. Et donc, on a un flux de clients à ces moments-là. Donc, on a notamment des nouveaux clients et des clients plus habitués à nos magasins qui viennent à cette période. Est-ce que c'est un problème de pouvoir d'achat pour certains, selon vous ? En tout cas, dans les clients qui viennent, ça peut arriver, mais la majorité des gens, c'est plutôt une revente assumée, encore une fois, pour quand vous avez eu un nouvel appareil à Noël, ou alors parce que vous avez eu le produit en double, mais ça va être une minorité de gens qui vont venir pour ces problématiques-là. Samuel. Non, mais j'ai même envie de dire que c'est un phénomène qui date déjà depuis 10, 15, voire même 20 ans. C'est-à-dire à l'époque, on revendait nos cadeaux sur eBay. J'ai souvent eu l'occasion de parler des marronniers. Quand vous dites c'est vous Non, j'étais beaucoup trop jeune à l'époque. Mais j'ai souvenir de nombreux sujets dans les JT où effectivement il était question de ça. Et après, il faut se poser aussi la question des nouveaux modes de consommation. Alors, il y a Easy Cash effectivement qui en est un et qui permet à des gens de vendre rapidement des produits qu'ils ne veulent plus. Il y a aussi, je pense à des sites comme Vinted, à Le Bon Coin et d'autres qui permettent en fait justement à tous ces vêtements, ces livres, ces produits d'avoir une seconde vie et aux Français d'arrondir un peu les fins de mois. Pierre-Louis Martin. Oui, en fait, moi, quand j'ai entendu le sujet de cet échange, de ce débat, j'ai un peu mal réagi. Je me suis dit, les gens sont vraiment pas clean parce que ça, en gros, ça ne se fait pas. Et puis là, je viens d'entendre qu'il y avait quand même des situations de doublons. C'est-à-dire que je reçois 2 fois le même cadeau. Donc du coup, ça a tendance un peu à atténuer mon propos. Oui, ça justifie. Mais je voulais savoir, vous avez une idée, vous, de la proportion des gens qui revendent parce que ils ont reçu 2 fois le même cadeau? Vous arrivez un peu à dessiner ça ou pas du tout et personne ne sait exactement les raisons réelles de cette revente? C'est surtout du qualitatif, on n'a pas de quantitatif sur ces éléments-là. C'est plutôt en discutant avec nos clients, mais pour être très honnête, on ne remonte pas des statistiques au niveau national. Ouais, j'imagine. C'est en discutant avec les clients qu'on a ce type de retour. Mais est-ce que ça veut également sur les produits qu'on récupère, typiquement, on a un afflux de modèles de 2e génération, par exemple sur les smartphones. Donc on va acheter pendant cette période beaucoup d'iPhone 14, d'iPhone 15. Donc on suppose également que les gens sont peut-être équipés de l'iPhone 16 ou de l'iPhone 17. Et du coup, c'est une manière aussi d'analyser le phénomène. Non, mais est-ce que ça veut dire aussi que pour ceux qui le 25 au matin se diraient tiens, j'ai pas fait mes cadeaux, je peux acheter des cadeaux hyper intéressants sur les sites en ligne du coup? Alors, vous pouvez. C'est vrai que le mois de décembre est un très gros mois de. Je réfléchis à l'année prochaine, c'est pour ça que je vous pose la question. Le mois de décembre est un très gros mois pour nous. On va vendre plus de 900 000 produits sur le mois de décembre pour vous donner un ordre de grandeur. 180 000 jeux vidéo, 25 000 consoles, 40 000 téléphones, 20 000 bijoux, 8 000 sacs à main. Donc c'est vraiment une très forte activité pour nous le mois de décembre. Et ça met bien en exergue le changement aussi des habitudes de consommation. Que ce soit avant Noël où les gens ont plus honte aujourd'hui d'offrir un cadeau de deuxième main. Et également après Noël pour les étrennes. Il y a pas mal de personnes qui viennent dépenser leurs étrennes, notamment on voit des jeunes arriver pour acheter des jeux vidéo, des consoles. Oui. Donc on voit que la consommation a tendance à se démocratiser sur ce type de produit. En dehors des doublons qu'on évoquait, et je comprends qu'on veuille changer, vous ne trouvez pas que c'est une sorte de recul de la générosité au bénéfice du profit? Je sais pas, je n'aurais jamais eu l'idée, au regard d'une politesse conventionnelle, de vendre un cadeau que j'ai reçu et j'aurais craint d'offenser celui qui me l'a fait. Alors là, je vous avoue, ça dépasse un peu mon périmètre d'analyse. Je ne serais pas capable de répondre à cette question. Mais la tendance, là, par rapport aux autres années, c'est une explosion ou c'est une montée, enfin une augmentation assez légère chaque année? Alors en fait, on est en croissance globalement depuis pas mal d'années, donc en fait on constate ces mêmes croissances cette période. On n'a pas une explosion particulière, on a juste ce marché qui se développe de plus en plus, mais qui se développe de plus en plus tous les mois de l'année. C'est pas propre à la période de décembre ou de janvier. Eh bien merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient sur les incontournables de la bourse. Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et que j'embrasse Philippe David, bien entendu, mon co-animateur qui est en vacances tranquillement, dans son lit, en train de faire des siestes, pendant que nous on est là. Mais nous on est bien, on est entre nous avec Philippe Bilger, bien entendu, Samuel Botton, communicant chez Step Conseil, et Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant. Et vous au 0826 300 300, et c'est Aude qui vous attend, bien entendu. On va revenir sur la disparition de Brigitte Bardot qui s'est éteinte donc ce dimanche à 91 ans, de star mondiale du cinéma
à Millington passionnée pour les animaux. Elle laisse derrière elle un héritage indélébile, une véritable icône française qui a marqué toute une époque. Philippe Bilger, à cette question, est-ce qu'elle est la dernière icône française? Et souvent, on lit et on oublie de le dire qu'à cette époque-là, à la grande époque de Brigitte Bardot, certains étaient plutôt un peu contre de dire que cette femme qui se déshabillait, qui était plutôt très libre et choquait un peu à l'époque quand même. Absolument, mais moi, comment dirais-je, peut-être que c'est la dernière icône française. En tout cas, c'est un mythe absolu et j'aime énormément chez elle, contrairement à ce que j'ai lu dans certains médias depuis 2 jours, la première partie de sa vie où on se préoccupait en définitive très peu du fait qu'elle n'avait pas toujours une voix adaptée, de la qualité de ses films, parce qu'on se disait, elle est là. Et c'est ça qui est remarquable, et évidemment, avec sa nudité ponctuelle, son extrême beauté, sa manière d'irradier l'écran, c'était fabuleux. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la seconde vie de Brigitte Bardot, même si je n'étais pas naturellement et tout de suite accordé à sa passion des animaux. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est de savoir qu'elle a fait des choses énormes dans ce domaine-là, qu'elle ne s'est pas contentée de pleurer ni de s'apitoyer. Et je terminerai par une femme chez elle qui m'a énormément plu, c'est la femme libre dans l'expression, dans l'option politique, dans le courage intellectuel, dans les pavés dans la mare qu'elle a mis dans un univers notamment médiatique qui ne brille pas par le courage intellectuel et par des positions conservatrices. Donc je l'ai aimée énormément et je ne suis pas sûr que j'aurais requis ses condamnations quand elle a été traînée devant les tribunaux. Avec Samuel Botton. Je vais juste compléter un peu le propos de Philippe et dire les choses. Elle a été condamnée pour injure raciale, elle a été condamnée pour bien d'autres propos. Donc après, ça me met dans une position délicate parce qu'effectivement, d'un côté, il y a l'icône et de l'autre, il y a la personne qui a eu cette deuxième partie de vie qui a pu poser problème à certains égards et à travers certaines déclarations. C'est toujours délicat. Alors effectivement, il y a l'œuvre qui reste. Ça me donne presque envie de citer, vous savez, Blanche Gardin sur l'affaire Roman Polanski. Elle disait, il y a que pour les acteurs et les actrices que on doit discerner la carrière et l'humain. On dit jamais de son boulanger, ah oui, il violait des enfants, mais il faisait une bonne baguette. Eh ben, c'est un peu pareil. Il y a effectivement son œuvre qui restera. Il y a son combat pour les animaux qui restera. Et il y a bon nombre de déclarations qui malheureusement viennent entacher ce que vous appelez légende. Et à la question, est-ce notre dernière légende française? Non, ça ne l'est pas. Il nous en reste encore quelques-unes. Je pense notamment à Catherine Deneuve, qui elle, le jour où elle partira, aura peut-être un peu moins de points problématiques dans son cursus. Mon cher Samuel, c'est tout sauf une conne. Oh. Ah, pas mal. Non, mais je veux dire... Ben moi, en fait, j'ai découvert hier soir, j'ai regardé un petit reportage sur elle et j'ai pris conscience que cette icône ne portait autour d'elle pas que simplement du positif. Et j'ai découvert quelque chose de basique, c'est que, notamment auprès des femmes à l'époque, elle générait beaucoup de jalousie, beaucoup de crispation, avec des sentiments très, très négatifs, parce qu'on a tendance à voir Brigitte Bardot comme l'icône et qui fédère toute la nation entière, et pas du tout. Je voulais juste revenir sur ces dérapages verbaux ou ces positions de... Pour moi, c'est pas dans sa deuxième vie, c'est dans ses dernières années. Et peut-être que l'esprit était au Rassemblement National quand même. Non, mais peut-être que... C'est pas ça, mais peut-être qu'elle avait un esprit un peu plus altéré que dans sa première grande vie. Peut-être, je sais pas. Et que, en fait, personne n'est parfait. Et que tout le monde peut effectivement connaître des dérapages, soit de conviction, soit d'expression. Je cherche pas à la défendre, c'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est une femme qui a quand même porté la France dans le monde entier, qui a porté le 7e art au premier plan, qui était juste extraordinaire. Bon, bah à la fin, elle a dérapé, c'est dommage, mais moi j'ai envie de garder que le positif d'elle
et rien d'autre. C'est pour ça que c'est toujours compliqué quand on est un artiste de prendre position en politique. On n'a pas envie. En fait, je suis pas sûre qu'on n'ait pas. On n'a pas envie d'entendre s'il vote à droite, à gauche, peu importe. Là, on n'a pas très envie de le savoir. En même temps, ma chère Cécile, comme vous venez de le dire, Pierre-Yves, ça appartient, ce moment, à la seconde partie de sa vie, où elle était effondrée devant ce qu'elle appelait le délitement de la France qu'elle aimait. Alors, évidemment, des positions très conservatrices qui, comment dirais-je, qui me choquaient moins que je n'étais admiratif devant la liberté absolue d'un être qui, dans notre monde, est si rare. Alors peut-être que ça m'a conduit à parfois une forme d'indulgence excessive, mais je me souviens du dernier grand entretien qu'elle a fait sur BFM, c'était un régal. Oui, parce qu'elle est, mais c'est vrai qu'elle a toujours été un peu sauvage et absolument. Un peu hors des peut-être clous. hors cadre. Ouais, donc on lui pardonnait plus au début parce que forcément il y avait sa beauté, il y avait tout un tas de choses. Après, étant moins sur le devant de la scène, quand elle parlait, elle s'exprimait comme une citoyenne classique. Absolument. Et de s'être retirée de la scène, je pense que c'est aussi ce qui a grandement ajouté à sa légende. D'avoir quitté très tôt le monde du cinéma, s'être retiré, les combats qu'on connaît. Je voudrais juste rebondir sur ce que j'ai vu passer. Éric Ciotti qui nous disait Brigitte Bardot a été une Marianne, il faudrait un jour de deuil national et une cérémonie nationale. Ah bon? Et pourquoi? Alors déjà, premier point, ça va totalement à l'encontre de ce qu'elle était. Vous voyez, je l'ai critiqué, je peux aussi lui reconnaître une grande forme de simplicité dans sa manière de vivre, et je suis à peu près certain que si elle avait assisté à ce débat-là, de savoir est-ce qu'on fait des funérailles nationales, elle aurait dit oula, calmez-vous, laissez-moi tranquille à Saint-Tropez au bord de la mer, et oubliez-moi un peu. Donc il y a de ça, et en fait c'est ça qui m'a aussi un peu déçu, c'est de voir que tout de suite, une récupération politique de quelque chose. Comme vous l'avez dit, dans l'autre sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Et vous voyez bien, je le déplore parce que ça n'a pas lieu d'être. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, ce qu'a été sa carrière, l'héritage qu'elle a laissé, parce que la presse internationale, elle, sur toutes ses unes en Angleterre, aux États-Unis, elle en parle. Et c'est pas elle en parle sur un petit carré en bas de page. C'est bien au milieu, c'est parfois toute une première page qui est consacrée. Donc il y a ça qui est resté. Effectivement, c'est peut-être ce que je perçois quand vous parlez d'icônes à ce niveau-là. Et effectivement, là où peut-être de neuf un peu moins. Mais au moins dans notre imaginaire collectif français, voilà. Après, il faut garder le souvenir de ce qu'on nous montre régulièrement et puis effacer ce qu'on n'aime pas. Voilà, en tout cas, je trouve qu'elle était libre et c'est assez arrivé en plus dans une période des 30 glorieuses où elle décide un an après la fin des 30 glorieuses d'arrêter le cinéma et de faire autre chose. Elle n'a jamais surestimé le cinéma. Mais c'est incroyable. Et surtout, moi, ce que j'ai découvert, alors que d'autres feraient n'importe quoi pour y rester. Ce que j'ai découvert, c'est son énergie pour aller avoir des rendez-vous avec les ministres, aller au Parlement européen pour défendre la cause, etc. Enfin, il y avait un vrai militantisme, on a reçu Pamela Anderson à l'Assemblée nationale pour parler du gavage des oies. C'est vrai. Oui. J'ai jamais vu la salle des 4 colonnes et l'Assemblée aussi remplie. C'est vrai. Allez, restez avec nous les amis. On revient dans un instant avec d'ici 10 ans, près de 700 000 entreprises devront être transmises et de nombreuses PME et TPE ne retrouveront pas de repreneurs. Et donc, il y a une proposition du ministre Sapin. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Cécile de Ménibus. Et on est encore avec vous jusqu'à 19h30 avec Philippe Bilger qui était avec nous, Samuel Botton, communicant chez Step Conseil, Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant, et vous au 0826 300 300. Et on va revenir sur cette information qui est importante, surtout si vous avez une entreprise qui est que d'ici 10 ans, près de 700 000 entreprises devront être transmises en France. Et pour éviter la disparition de nombreuses PME et TPE
TPE. Faute de repreneurs, le ministre Serge Papin propose d'étendre le pacte Dutreil aux salariés pour reprendre leur entreprise avec des avantages fiscaux. On va en parler avec nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Je vais m'adresser directement à un entrepreneur qui sera certainement plus capé que Philippe Bilger. Ces entreprises qui vont devoir retrouver un repreneur, et dont certaines vont devoir fermer définitivement parce que c'est un peu la crise aujourd'hui de l'entreprise. Il y a ce pacte qui permet de pouvoir transmettre à ses enfants une entreprise avec une sorte de défiscalisation, ce qui n'est pas le cas des salariés. Et pourtant, on voit de plus en plus d'entreprises. Aujourd'hui, on l'a vu avec pas mal d'entreprises. Duralex, par exemple. Une reprise, là c'est par scope, mais une reprise en tout cas, et une continuité par les salariés. Ouais. Et c'est plutôt très intéressant. En fait, le point de départ, c'est... Moi, je n'ai jamais compris pourquoi il y avait une fiscalité sur les transmissions d'entreprises. Pour avoir monté des activités et les avoir revendues, je peux vous assurer que quand vous montez un truc de zéro et que vous le revendez, vous le transmettez, vous avez un projet d'entreprise que vous transmettez et que là l'État intervient, en fait, moi je n'ai toujours pas compris le sens et la raison, enfin la raison je peux l'entendre, mais le sens qui est apporté à ça, parce que c'est une offense, c'est une atteinte au travail, à la création, à la prise de risque, à l'innovation. Et que sur tous ces sujets, et de la même manière, si on élargit le sujet aux transmissions personnelles, je trouve ça extraordinairement interventionniste, comme un petit peu, pardonnez-moi de ce terme, comme un petit peu un viol, parce que on est dans l'intimité, on est soit dans l'intimité familiale, personnelle, et je ne vois pas ce que l'État a à intervenir sur ces sujets-là en mettant en place une fiscalité, soit dans le cadre d'une initiative privée pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. Donc c'est ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est quand même extrêmement fort de créer de la valeur, de produire, de distribuer. Parce qu'on investit quand on rachète une entreprise. Exactement. Et donc du coup, il faudrait qu'il y ait zéro fiscalité sur ces sujets de transmission. Parce que c'est de l'initiative personnelle et que ça se respecte et que l'État n'était pas là, ou alors l'État décide d'arrêter de mettre en place, parce que j'entends déjà des contre-arguments sur les aides apportées à la création, etc. Peut-être qu'il faut atténuer toutes les aides sur les créations d'entreprises et peut-être faciliter une transmission défiscalisée, parce que ça correspond pas du tout à l'envie d'entreprendre. J'approuve absolument, ma chère Cécile, l'initiative du ministre Papin, mais j'ai été frappé ces derniers temps par la mise en cause justement de la loi Dutreil. Et l'un et l'autre, j'aimerais savoir comment précisément on peut se permettre de contester une loi qui paraît tellement élémentaire sur le plan de la justice et du bon sens. Et du bon sens surtout, Samuel Botton. Écoutez, c'est une vaste question. Moi, je suis assez raccord avec Pierre-Yves sur la question de comment est-ce qu'on peut transmettre une entreprise à ses salariés ou à sa famille, et ça va même plus loin, vous l'avez dit, sur les questions d'héritage à titre personnel. Ouais. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a presque peur d'hériter, ou voire même de reprendre une entreprise? Et ça me renvoie à un sujet que j'ai déjà eu à de nombreuses reprises avec Cécile et Philippe, où je leur disais, mais il faut qu'on fasse un débat sur les entrepreneurs qui quittent la France, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, c'est plus possible. Moi, chaque semaine, je dois parler, nombre d'entrepreneurs que j'ai comme clients ou avec qui je peux m'entretenir, mais aussi par la fonction, beaucoup d'avocats fiscalistes. C'est la première fois en 5 ans d'échange avec ces typologies de personnes que j'ai le même son de cloche. Tout le monde s'en va parce que fiscalement aujourd'hui, pour un entrepreneur, ce n'est plus possible. Et pareil sur ces questions de comment est-ce qu'on arrive à défiscaliser, supprimer de l'impôt sur une transmission d'entreprise à ses salariés. C'est une question qui est effectivement élémentaire. C'est-à-dire vous adressez à des gens qui ont été collaborateurs toute leur vie, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'un fonds d'investissement ou qu'un grand financier, et qu'il faut accompagner justement dans la reprise de ces savoir-faire. On a pris un exemple, il y avait l'exemple du slip français. Il y a une marque dont le nom m'échappe, mais qui faisait de la lingerie qui fait de la lingerie pour femmes, qui avait envoyé un colis à Jean Castex, Premier ministre à l'époque, pour l'alerter et dire voilà, nous on a repris nous-mêmes, donc on a besoin d'être aidés à un moment. Et en fait, ça n'a toujours pas bougé. Alors déjà qu'on est dans un pays qui est
en perte de métier industriel et qui ne sait plus d'ailleurs faire ça. Notre agriculture est en train de mourir et aujourd'hui, le peu qui nous reste en société viable, on est en train de faire peur à d'éventuels repreneurs parce que fiscalement, en fait, c'est même pas la question est-ce que c'est juste ou pas juste, est-ce que c'est possible? Et dans la majeure partie des cas, non. Mais parce que aussi, il y a un sujet de relation avec le monde du travail, avec la valeur travail, et que en France, que ce soit au niveau des acteurs publics ou de l'opinion publique, la valeur travail n'est plus une valeur ascendante. Donc du coup, le pouvoir public n'a finalement aucun intérêt à privilégier ces sujets de transmission d'entreprise, parce que pour certains, l'entreprise, le monde du travail, la transmission, la création de valeur, ça reste des gros mots. Alors, les chiffres, 60 000 entreprises aujourd'hui tirent le rideau chaque année car elles n'ont pas trouvé de repreneurs. Donc ça fait des petites grappes de chômeurs pas suffisamment importantes pour qu'on en parle. Mais ça veut dire que ce sont des savoir-faire qui disparaissent, des villes et des villages qui s'éteignent et qui se dévitalisent, c'est-à-dire des centres-villes qui n'existent plus parce que l'entreprise qui faisait travailler tout le monde est fermée. Et ça, c'est un drame absolu, Philippe. Est-ce qu'il n'y a pas derrière, mais encore une fois, ce sont plutôt des interrogations, quelque chose qui relève d'un système qui a tendance à qualifier négativement ce système de la transmission d'une entreprise à des enfants, à des petits-enfants, comme s'il y avait quelque chose un peu de malsain dans notre modernité. Et qu'au fond, c'était une sorte d'artisanat de la transmission et qui ne relève plus de notre époque. Il y a en tout cas un changement de code par rapport à ce sujet de transmission. On aime ou on n'aime pas, mais les années 80-90 étaient quand même très porteur de la culture d'entreprise. Alors on voit tous Bernard Tapie et ses excès, mais il y avait quand même une fierté. Il y avait quand même un sujet autour de ça qui n'existe maintenant plus du tout. Et donc du coup, peut-être qu'aujourd'hui, les nouvelles populations veulent créer de la distance déjà. Les nouvelles générations créent de la distance avec le travail, d'une part, et d'autre part, le fait même de créer une entreprise, de reprendre une entreprise, c'est absolument plus porteur. Et peut-être aussi parce qu'il faut déjà beaucoup travailler. Pardon ? Parce qu'il faut déjà beaucoup travailler. Parce qu'il faut beaucoup travailler. Oui. Et puis aussi parce que il y a peut-être un sujet, un besoin de sécurisation. Donc on sécurise son parcours personnel, professionnel, et on dépriorise le travail versus. Alors, oui et non, parce qu'effectivement, alors vous l'avez dit, Cécile, ça fait peut-être des petits points de chômeurs à droite à gauche. Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 2 millions d'auto-entrepreneurs en France. C'est un mouvement qui s'est largement développé ces dernières années. Et puis surtout, vous avez parlé des attentes de ces nouvelles générations. Effectivement, elles ont envie de moins bosser. Moi, le premier, quand je fais une journée de 4 heures, autant vous dire que je suis le plus heureux et que derrière, j'ai du temps pour ma famille. Donc, il y a ça, mais c'est surtout en fait le fait d'entreprendre pour soi. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes face à des générations qui vont de 20 jusqu'à 35, 40 ans, qui se disent « je n'ai plus envie d'aller me foutre en entreprise ». De bureau, je n'ai plus envie d'être enfermé, je n'ai plus envie de rendre des comptes souvent à des dirigeants absurdes, et en fait je m'aperçois que je sais très bien faire mon travail et que je vais le faire à mon compte, tout simplement, et sans avoir plus de problèmes que ça. C'est moi-même une voie que j'ai choisie à certains égards, que je note énormément, et même chez d'anciens journalistes, moi journalistes qui ont décidé d'aller vers le monde de la communication, de se mettre en auto-entrepreneur ou en freelance, à leur compte, et de pouvoir évoluer avec leurs propres considérations personnelles. Et ça s'entend. Effectivement, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il fait plus rêver. Pourquoi ? Parce que vous avez des mecs sur Instagram qui viennent vous dire que vous pouvez devenir riche comme ça, qu'il suffit de suivre les bons placements et d'investir sur la bonne ligne au bon moment. Non, c'est pas aussi simple que ça. Vous l'avez dit, tous autour de la table. Vous avez de l'argent, il faut bosser dur. Mais après, il y a différentes considérations qui peuvent se croiser à certains moments et faire en sorte qu'on ait plus de temps pour tout un chacun. Donc du coup, ça rejoint la proposition de notre ministre du Temps libre d'aujourd'hui. Absolument, mais alors ce qui est quand même très terrible, c'est que toutes les entreprises patrimoine vivant qui aujourd'hui ne vont pas retrouver de repreneurs et qui sont aujourd'hui les garants d'un savoir-faire français, c'est là où ça devient très compliqué, outre le fait en plus de licencier des gens qui sont là depuis des années.
années, parce qu'un savoir-faire, ça se garde. Donc ce sont des gens qui ont forcément de la maturité, du travail pendant des années, et puis cette entreprise ferme, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Ça, c'est un vrai sujet. Absolument. Mais je reviens sur ce qu'a dit Samuel en tant que profane dans ce domaine, même si ma mère avait été la première femme à créer une société d'importation de machines agricoles. J'ai l'impression tout de même que ce que vous avez dit est très vrai, c'est-à-dire qu'alors qu'on vante l'entreprise et l'esprit d'entreprise, on sent chez les jeunes générations quelque chose qui n'est pas fait d'une appétence absolue pour cet univers, parce que probablement les valeurs que je porte au nu et qui peuvent exister dans le véritable esprit d'entreprise ne sont pas majoritaires aujourd'hui dans la jeune génération, sont tombés dans ce dans quoi je suis trop accoutumé à aller, c'est-à-dire avant c'était si bien. Mais peut-être pour clôturer le sujet, peut-être une note positive. Cécile, vous parliez d'entreprise du patrimoine vivant. Il y a aussi des histoires qui se passent très bien. Je suis intervenu il y a quelques années pour une entreprise qui s'appelle Le Minor, qui est à Guidel, qui est la plus ancienne bonnetterie de France. Il y a deux jeunes entrepreneurs, Jérôme Perminja et Sylvain Flette, qui ont repris cette entreprise qui était en train de mourir, vraiment déficitaire, qui ont fait un travail en 5 ans formidable, qui ont recruté, qui ont géré la transmission des compétences, tout l'outillage. Ils ont fait un travail formidable. Et maintenant, cette entreprise, elle est sauvée. Et elle est sauvée aussi parce que, au niveau des territoires, il y a des responsables qui ont aussi fait le job. C'est-à-dire que la transmission, c'est pas simplement une question de... Oui, c'est un cercle vertueux. Exactement. Ouais. Et qu'il y a une vraie... Alors là, sur ce coup-là, il y a une vraie responsabilité. Et quand ça marche, c'est super. Des territoires, des acteurs du territoire. Et à Guidel. Et en plus, à Guidel. Ouais. Il y a aussi cette entreprise, je sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Héritage, qui a repris des marques comme Bonux, qui n'existait plus, qui a repris pas mal de marques. Baran, je crois aussi, le cirage, et voilà, et qui aujourd'hui les réintègre auprès des supermarchés. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail très 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 compliqué pour eux. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir cette culture de l'entrepreneuriat et du. Alors, certains sont plutôt comme Samuel, le droit à la paresse, mais c'est vrai. Ouais. Vous n'avez pas passé assez de cirage sur le jeu. Non. Mais c'est vrai que c'est un sujet important parce que je pense à tous ceux et celles, et ceux qui aujourd'hui vont fermer leur entreprise parce que personne va les reprendre. Et ils ont travaillé toute leur vie. C'est un outil productif très intéressant en tout cas et au-delà de l'entreprise. Et vous avez raison de le dire, Pierre-Yves. Il y a tout ce que ça génère autour. En fait, il y a un écosystème autour des entreprises qui fait que ça nourrit des familles, que ça fait travailler des sous-traitants, que voilà, il y a tout un écosystème qui est en train de mourir et ça c'est un vrai sujet. Donc il faut redonner l'envie d'avoir envie. Voilà, c'est ça, comme dirait Johnny. Ouais. Goldman. C'est Goldman. Non, c'est Johnny. Ah, c'est Johnny. Mais une chanson de Goldman. Ah, c'est Goldman qui est. Oui, on me dit que c'est Goldman qui l'a écrit. Mais c'est joli, l'envie d'avoir envie. Ouais. C'est très joli. C'est tellement voilà. Juste. Mes amis, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Pierre-Yves Martin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel Botton. Et dans un instant, on va parler tradition. Vous savez que là, c'est la tradition de Noël, du 31, mais d'où ça vient ? Est-ce que, historiquement, ça veut dire quelque chose ? Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce que ce sont des habitudes, finalement ? Est-ce que c'est devenu culturel ? Est-ce que c'est devenu sociétal ? Est-ce que c'est encore religieux ? En tout cas, avec Richard Fremder, dans un instant, qui est historien, on va en parler. Il va nous raconter l'histoire de toutes ces fêtes de fin d'année et comment elles vivent, en tout cas, dans notre époque. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Minibus. Et on est ravis de vous accueillir ce soir avec Sud Radio. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On sera ravis de vous accueillir. Et on va parler ce soir de quelque chose qui nous tient à cœur, ce sont les traditions. Dans un monde traversé par les crises, l'accélération technologique et la fragmentation sociale, les traditions de fin d'année demeurent. Elles évoluent, elles se transforment et se réinventent, mais continuent de se
structurer une vie collective. Noël, le réveillon, les rituels familiaux, les coutumes régionales, les gestes transmis de génération en génération racontent une fête, mais aussi notre rapport au temps et à la mémoire et aux liens. Pour comprendre tout ça avec nous, pour en parler, Richard Fremder est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien et animateur de Timeline, qui est l'histoire en podcast pour explorer le passé et éclairer l'avenir. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Alors, Richard Fremder, merci d'avoir accepté notre invitation. Si le passage de la nouvelle année n'est en tout cas plus une fête religieuse, il porte quand même le nom d'un pape, et c'est ça qui est étonnant. En fait, ça a toujours été une fête religieuse, en fait. Histoire, religion et politique aussi, tout ça, c'était lié. Chez les Romains, par exemple, depuis toujours, c'était très lié, tout ça. La politique et la religion, tout ça, c'est lié. Il y avait les Saturnales. Et les Saturnales, depuis, j'allais dire presque 5000 ans, j'exagère un peu, mais allez, depuis 3000 ans, c'était des fêtes un peu païennes. Et pendant, allez, on va dire du 15 décembre jusqu'au 7 à 10 janvier, on faisait la fête et puis on allait choisir un roi. Ça va vous rappeler des choses, on en parlera peut-être tout à l'heure avec l'épiphanie, évidemment. Oui, c'est ça. Et il y a un mot qui est vachement important là, c'est, pardon pour le vachement, mais c'est vrai, c'est syncrétisme. C'est-à-dire qu'en fait, la religion est venue se greffer sur tout ce qui existait avant. C'est tellement pratique finalement de dire aux gens, mais écoutez, ne changez rien, on change juste de religion, mais vous inquiétez pas, ça change, on change pas les jours, on change juste la façon de faire. Alors le 31 décembre, c'est un pape aujourd'hui. Sylvestre Ier, c'est ça. Donc pourquoi aujourd'hui, alors déjà, pourquoi avoir choisi ce 31 décembre, pourquoi l'avoir rendu, en tout cas si médiatique, si je puis dire, d'un pape, le 33e, si je ne m'abuse, qui finalement était complètement effacé de l'histoire. On connaît la Saint-Sylvestre, mais en tout cas, on ne l'associe pas à un pape. Oui, c'est vrai. Alors, Saint-Sylvestre, pourquoi Sylvestre ? D'abord, il est mort le 31 décembre. C'est donc, ça. effectivement, on ne connaît pas sa date de naissance. On ne connaît pas sa date parce qu'on est au 4e siècle. Il faut imaginer que c'est pas simple. Et puis, je reviendrai pas sur comment est-ce qu'on faisait pour savoir quelle était la date. C'est très compliqué. Parfois, on peut s'arracher les cheveux, donc c'est pas simple. Mais je vais revenir d'ailleurs sur les dates parce que c'est extrêmement important. Mais ce Sylvestre-là, c'est vrai qu'il n'a pas laissé grand-chose entre guillemets dans l'histoire, mais il a fait deux choses importantes. C'est lui quand même qui est allé pour Constantin Ier, enfin Constantin le Grand, évidemment, l'empereur romain, c'est lui qui a fait qu'il l'a pas baptisé, qui a fait sa conversion, qui a fait sa conversion au christianisme, histoire de bataille, etc., du fameux rêve du pont Milvius, et c'est lui aussi qui a organisé sans y être le fameux concile de Nicée, qui a permis de fixer énormément de choses, la liturgie, donc pas mal de dates, notamment Pâques. C'est lui qui fixe la date de Pâques qui est extrêmement importante, puisque c'est justement, on en parlera tout à l'heure sur les dates, j'imagine, mais c'est ce qui va fixer toute la liturgie pendant 2000 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, on va y revenir. Je reviens 2 secondes sur le concile de Nicée, qui est quand même très important, parce que c'est lui qui fixe aussi le canon, le credo. Il va retirer les ariens, avec un I, pas avec un Y, c'est ceux qui pensent différemment, qui ne croient pas en la Trinité, je rentre pas dans les détails, mais c'est lui qui vraiment fixe complètement la chrétienté et qui va durer tout ce temps-là. Donc il est quand même très important. Et donc il meurt le 31 décembre, donc c'est une espèce de dommage que les gens lui rendent. L'histoire de l'histoire se sont greffées des traditions. Pourquoi, par exemple, c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'on s'embrasse sous le gui ? Alors le gui, c'est pas mal d'erreurs. Le gui, c'est d'abord une des seules plantes qui pousse à cette fin d'année. Il y a le hou aussi, et d'ailleurs c'est pour ça que on a pas mal glissé. On est passé du gui au hou. Oui, c'est ça. Pourquoi d'ailleurs ? Plus facile à trouver le hou. C'est plus facile à trouver. Et puis ça a une vraie connotation intéressante, c'est que ça ressemble à la couronne d'épines du Christ. Et puis les petites boules rouges, c'est le sang évidemment royal, etc. Et puis c'est festif. Et puis c'est c'est joli. Donc on s'embrasse dessous. Pourquoi est-ce qu'on s'embrasse sous le gui ? Eh ben ça nous vient d'Angleterre. Ça nous vient du XVIIIe siècle. En fait, c'est les Anglais qui
On ne sait pas trop pourquoi ni comment. Est-ce que c'était avec les serviteurs et puis leurs maîtres des grandes maisons qui organisaient ces fêtes-là. Et puis c'était pas mal aussi l'occasion, faut le dire, pour certains d'embrasser des femmes un peu contre leur gré. Ah. Et puis ça. Mais certains disent que c'est une erreur de traduction. Est-ce que c'est vrai? Le fameux Guilan neuf, voilà, dont Brassens parle dans ses chansons. Le Guilan neuf. Alors j'ai noté ça parce que c'est quand même du. Que le blé germe. C'est quand même du celte quand même. C'est pas évident. Ça veut dire que le blé germe. C'est exactement ça. Et Ouais, la phrase, c'est au guelaneux. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, j'y étais pas à l'époque évidemment, mais oui c'est ça, c'est une histoire de blé, c'est-à-dire qu'en fait c'est le renouveau, et ça a été traduit, mal traduit comme très souvent, et puis c'est joli au Guilan neuf, donc on l'a gardé, et effectivement les enfants à une époque allaient se balader et puis allaient réclamer des étrennes, les fameuses étrennes. En tout cas il faut s'embrasser sous le gui. Allez, 0826 300 300, c'est Paula qui est avec nous. Bonsoir Paula. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Et quelle est votre tradition, vous, pour le Nouvel An? Alors, nous, je suis d'origine espagnole. Donc, la tradition, c'était les 12 grains de raisin à minuit à chaque coup de cloche. Ah oui, donc 12 grains, il faut les avaler quand même, les 12 grains, à la vitesse à laquelle ça va. C'est pour ça que si on y arrive, ça porte chance. Ah d'accord, ah oui, et ça veut dire que toutes les convives font la même chose au même moment? Normalement, oui. C'est pas le choix de quelqu'un, et c'est une tradition espagnole ou d'une région espagnole? Moi, j'ai toujours entendu comme quoi c'était espagnol. Je n'en sais pas plus. Eh ben, en tout cas, merci en tout cas pour cette petite tradition qu'on va tester le 31, on ne sait jamais. Merci Paula en tout cas de nous avoir appelés. L'histoire est remplie finalement quand on regarde de ces traditions. Alors il y a des traditions nationales, si je puis dire, et plein de traditions locales. Oui, on l'a entendu là. Oui, exactement, mais qui ne se sont jamais éteintes. Comment se fait-il que finalement on a l'impression que la tradition nationale perd un peu de sa saveur, de son sel, alors que c'est très très ancré finalement dans les régions aujourd'hui, et on aurait du mal à en sortir? D'abord, dans les régions, une tradition, c'est ce qui fixe les choses. Ça fait sens, ça fait nation, ça fait quelque part, ça fait peuple, populaire, dans le sens vraiment tous ensemble. Donc ça, c'est extrêmement important. Les traditions, c'est ce qui fait finalement, non pas forcément une nation, mais c'est ce qui fait une population. Oui. C'est ça, et exactement. Et évidemment, dans les régions, ça a plus de sens puisque c'est ce qui va transmettre intégralement de l'arrière grands-parents jusqu'au nouveau, etc. Et puis le national, c'est qui émane des villes, on voit les choses différemment, et puis on est en France, on est un pays qui est très centralisateur, il faut que tout le monde parle la même langue, que ça nous remonte à François Ier, et ça c'est pas pareil dans tous les pays d'ailleurs, hein. Il y a que la France qui se soit construite comme ça. C'est une identité en fait. C'est une vraie identité. Ouais. Donc on a, et puis la Révolution est passée par là, donc on a voulu calquer et mettre sur les traditions locales des grandes traditions, on va dire nationales effectivement, républicaines ensuite, qui ont fait que ça n'a pas été perdu, parce qu'on le voit dans les régions, quand on se balade dans les régions, dans cette France magnifique, dans cette si belle France, finalement on voit toute cette mosaïque de traditions qui n'ont pas été laminées, qui se sont mises par-dessus, avec, et puis finalement côte à côte, et qui fait que c'est comme ça que ce pays se forme finalement, et qui peut accueillir aussi les nouveaux arrivants. Alors vous parliez tout à l'heure de l'épiphanie, alors il y a 31, le premier, l'épiphanie. La tradition, c'est quoi finalement? Comment on arrive à cette tradition de l'épiphanie, des rois mages Alors l'épiphanie, le mot épiphanie, c'est le grec, hein. C'est le Christ qui se montre effectivement. Donc pour la première fois, les rois mages, les fameux rois sont arrivés, lui ont offert des cadeaux, donc l'ont vu, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, c'est resté dans la tradition, et on va offrir des cadeaux, les fameuses, et puis
le Moyen-Âge va nous apporter une galette, la fameuse galette. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais des Saturnales où on allait choisir le roi. Et bien, c'est exactement ça. La fève, à l'époque des Romains, c'est comme ça qu'on votait. Vous savez, la fève verte ou la fève rouge. Bon, on votait oui ou on votait non. Et ben, petit à petit, elle a été mise dans cette fameuse galette pour avoir le roi du jour. Les Romains allaient chercher un esclave pour le prendre et pour une journée, il avait le droit de donner des petits ordres à ses maîtres. C'est drôle. C'est assez rigolo. Et au Moyen-Âge, Victor Hugo le fait très bien. La fête des fous, c'est exactement ça. On a un peu rajouté, mais quelque part, c'est exactement ça. Et l'épiphanie pour nous, c'est ça. C'est cette galette, cette fève à l'intérieur. Il n'y a qu'un endroit où il n'y a pas de fève, c'est à l'Élysée. À l'Élysée, exactement. Pour éviter pourquoi, évidemment. Oui, ça a du sens. Peut-être ça a changé, mais enfin. Et est-ce que le 31, le réveillon, est-ce que dans notre histoire, ça a déjà été à un moment donné marginalisé ou contesté dans l'histoire ? Oui, alors évidemment la Révolution. Parce que bien sûr. Dès qu'effectivement il y a une révolution ou qu'il y a une dictature qui se prépare, il faut changer le calendrier, c'est la première chose qui change, et puis parfois les codes, et puis parfois le vocabulaire. Évidemment, aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'il y a des choses qui peuvent ressembler. On va revenir quand même sur cette histoire de date, parce que ça n'a pas toujours été le 31, en fait, notamment en France. Alors j'ai pris des notes, et prenez des notes, c'est pas simple. il faut bien comprendre pourquoi. Jusqu'au 9e siècle, la nouvelle année, c'était le 1er mars. Le mois de mars, ça c'est le calendrier julien, donc Jules César, qui n'a jamais été empereur, en passant, je dis ça pour les sites internet qu'on peut voir, Jules César, et pour les Romains, mars c'est la guerre, donc évidemment c'est là que tout change et c'est là qu'on peut recommencer à faire la guerre. Bon, au 9e siècle, sous Charlemagne, là, ça commence à Noël. Lui, il dit, voilà, c'est la naissance du Christ, donc c'est à partir de maintenant que ça commence. Pour les rois capétiens, ça change, ils le font débuter à Pâques. Ah oui. Sauf que... On s'en sort plus, là. On s'en sort plus, c'est un bazar sans nom. Sauf que Pâques, c'est le dimanche, je cite, le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune, qui atteint cet âge, le 21 mars ou immédiatement après. Or, on est dans un calendrier lunaire, c'est-à-dire qu'il est lié à la Lune, sauf que c'est pas toujours si simple, et on remarque à la Renaissance que cette année, chaque année, on perd 11 minutes, on a 11 minutes de plus que l'année solaire, ce qui fait 20 heures par siècle et 8 jours par millénaire. Et du coup, c'est un bazar sans nom. Problème, on s'éloigne de plus en plus du 21 mars, qui est donc le pivot de l'année liturgique, qui est donc de Pâques. Et c'est Grégoire XIII, le pape, qui dit, voilà, on arrête ça, je vais chercher des astronomes, je vais chercher des mathématiciens, on change tout, on supprime 10 jours d'un coup du calendrier, et le calendrier change, et on fait démarrer au 1er janvier la nouvelle année. Et c'est là que tout change. Et c'est là que tout change. Alors ça n'a pas changé tout de suite partout au même moment. Nous, ça a été en 1582, on est passé du 9 au 20 décembre. D'autres sont passés un petit peu avant, puisque évidemment le pape, on le suit ou on le suit pas. Ça dépend des pays. Et notamment chez les Russes. Les orthodoxes, en fait, ils sont gardés pendant longtemps le calendrier julien. Mais est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, dans les différentes dates que vous avez données, est-ce qu'on le fêtait réellement, ou cette tradition de fêter la nouvelle année est finalement très récente? Non, on le fêtait. On le fêtait parce que c'est vraiment, il faut vraiment voir ça et se remettre, il faut oublier nos yeux d'aujourd'hui. On passe vraiment d'une année, de la fin d'une année qui meurt, à une nouvelle année qui démarre, qui recommence. D'où les fêtes, d'où le plaisir, le fait d'être ensemble, c'est extrêmement important pour fêter la mort d'une année, le début de l'autre. Et c'est pareil, c'était familial, avec des grands repas, des grands dîners? Ça dépendait des pays, mais familial oui, les amis oui, le plus de monde possible évidemment. C'est comme ça que tous ensemble, on fait sens et on fait tradition. Est-ce qu'aujourd'hui tout ça n'a pas été un peu galvaudé? On s'habille moins, on fait moins de grands repas, plutôt Noël, mais de moins en moins au réveillon. Est-ce que la société est en train d'aplatir en fait tous ces moments de joie ou de partage avec des amis, avec la famille? On sent qu'il y a quand même un glissement, que à Noël on est en famille, et puis le réveillon on le fait plus en famille, on le fait avec des amis. Ouais, les amis, ouais. On sent que les choses sont en train de changer. Moi, j'ai jamais connu de 31 en famille. En fait, j'ai toujours connu le 31 avec des amis. Mes parents étaient avec des amis, nous on était avec les nôtres, même si on n'était pas très loin, et ils nous gardaient un œil sur nous. Mais moi, j'ai
un peu plus de 40, un peu plus de 50 ans, j'ai jamais connu ça. Donc le glissement, je m'en suis pas rendu compte. Il y a toujours autant de fêtes. Quand on regarde Times Square le 31, enfin c'est la fête absolue. En France, c'est peut-être plus compliqué. Et en fait, en France, depuis une sorte de déconstruction, en fait, justement, de rejet d'une certaine partie de la société, de nos traditions, de ces traditions dont on parle, qui malgré tout, quoi qu'on veuille en dire, sont catholiques, sont religieuses, qui viennent de loin. À force de rejeter tout ça, oui, peut-être que... peut-être que ça s'efface. Je suis pas sûr que ces gens qui rejettent tout ne fassent pas de réveillon de 31. Du coup, ça n'a pas de sens avec ce qu'ils racontent, mais c'est comme ça. Je ne crois pas que ça s'efface complètement. Et je pense que les jeunes générations qui ont envie de revenir peut-être à ces traditions. Alors vont changer les choses, effectivement. Internet, vous en parliez tout à l'heure, des réseaux sociaux, etc. Internet, tout ça peut changer, peut faire évoluer. On voit d'autres traditions qui arrivent. Quand on regarde les gamins aujourd'hui et nos rues au moment d'Halloween, moi j'ai pas connu ça étant petit. Nous on fêtait la Toussaint, enfin on fêtait entre guillemets. Aujourd'hui c'est Halloween, on célébrait, effectivement. Aujourd'hui c'est Halloween. Vous voyez, d'autres traditions arrivent. Par la mondialisation, par Internet, la vitesse des choses, oui, ça c'est vrai que ça change. Mais je suis pas sûr et je pense que dans les périodes un peu difficiles qu'on connaît aujourd'hui, on revient aux fondamentaux. Et les traditions, c'est ça, ce que je disais, c'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait une société. Allez, le 0826 300 300 avec Emmanuel qui nous appelle de Beaucaire. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel, qu'avez-vous prévu, qu'avez-vous fait à Noël, si c'est pas indiscret bien entendu, et qu'avez-vous prévu pour le 31 ? Alors, pour Noël, effectivement, le 24, chez nous, c'est la messe de minuit. Oui, ok. Donc, en costume, puisque je suis en Provence. Et donc, à ce soir-là... En latin ou pas en latin ? Alors non, en provençal. En provençal, c'est canon. Avec les 13 desserts, j'imagine. On a eu la chaise, voilà, c'est ça. Et donc, le soir du gros souper, on fait le cacio. C'est-à-dire ? C'est une bûche d'arbres fruitiers morts dans l'année. D'accord. Et donc, c'est la personne la plus âgée et la personne la plus jeune de la famille qui fait le tour de la table et le dépose dans le feu. Et à ce moment-là, on dit « Allègre, allègre, libère aux enfants, Dieu nous allègre, aimez calende, tout va bien, Dieu nous fague la grâce des veilles, l'an qui vient, et c'est nous siam pas mal, que nous fuguem pas mince. » Voilà, donc... Qui le fait qui choisit, en fait, qui est choisi pour dire ces mots? C'est la personne la plus âgée de la famille qui se trouve le soir. Voilà. D'accord, très bien. Et tous les ans, c'est exactement le même rituel? Oui. Depuis des siècles. Voilà. Et un jour, ce sera à vous de le faire, j'imagine? Oui, je l'ai fait jeune et j'espère le faire aussi quand je serai un peu plus âgée. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer pour le 31? Ensuite, il y a un plat particulier. Il y a quoi? C'est quoi d'autre? Non, moi spécialement dans notre famille, c'était plutôt la carde. Ouais. Donc c'est un légume qu'on fait en gratin. Et ben voilà. Et c'est un gros dîner ou c'est plutôt allégé pour faire la fête derrière? Non, c'est plutôt un petit dîner et après on va danser toute la nuit. Ah bah très bien. C'est important pour vous, Emmanuel, la transmission, parce que c'est une question que je voulais poser à Richard Fremder, justement de la transmission de toutes ces de tous ces rituels, de toutes ces traditions. Est-ce que vous aussi vous transmettez aux autres? Vous êtes là. Fondamental en fait. Pour connaître d'où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc c'est vrai que ça fait partie des traditions populaires, effectivement, mais qui ont un sens. Puisque là, pour Noël, c'est la personne qui dit, voilà, qui demande l'allégresse, que si on ne soit pas plus, qu'on ne soit pas moins. Donc en fait, c'est se souhaiter bonne santé d'une certaine manière.
En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup pour ce témoignage, Emmanuel. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Et on vous souhaite à vous aussi de très belles fêtes de fin d'année. Richard Fremder, cette transmission de siècles, d'années, de siècles, enfin, en tout cas, c'est très important aussi pour garder ce qui fait le sel de la France. Même si la France, c'est plein de régions différentes et plein finalement de rituels différents, c'est canon de se dire que certains perpétuent d'année en année. C'est génial, c'est même, pour moi c'est indispensable. C'est vraiment, quand on le disait, c'est ce qui fait société, c'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait le culturel, c'est la base de tout. Qui a dit c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est la culture, c'est cette transmission. C'est pour ça que moi, je me bats toujours contre l'école qui s'appelle plus l'instruction publique, mais l'éducation nationale, alors qu'elle n'éduque pas. C'est les parents, c'est les grands-parents qui éduquent. Ça fait partie de cette éducation, ça fait partie de cette culture qu'on doit apporter à nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et ça, c'est important. C'est ce qui fonde réellement une population, un peuple. Attention, parce que ça fait aussi eux contre nous. Ouais. C'est-à-dire ceux qui font pas partie, quelque part, peuvent être mis à l'écart. Ça aussi, il est tradition. Et c'est ce que regrettent peut-être certains. Mais on peut accueillir. Et ça fait 5000 ans qu'on accueille. On a perdu ça. Chez nous, il y a toujours une chaise libre à table. Où chacun à table peut venir, en tout cas à Noël. Est-ce que l'histoire, finalement, connaître son histoire de son pays, de sa région, participe à la cohésion peut-être sociale. Peut-être qu'on ne connaît plus assez son histoire pour pouvoir avoir envie de la partager. C'est ce que j'essaye de faire chaque jour et toutes les semaines, effectivement. Connaître d'où on vient. C'est ce que disait votre auditrice, connaître d'où on vient, c'est aussi savoir où on va aller. C'est ça qui est important. L'histoire, c'est pas que le passé, c'est aussi savoir ce qu'on en fait. C'est ça qui est extrêmement vital, je dirais. Et c'est ce qu'on a oublié. Et ce manque je parlais de culture tout à l'heure, ce manque cruel de culture. Là, il y a un film qui va sortir en juin sur De Gaulle. Quand on écoute les discours de De Gaulle, ou qu'on lit les mémoires de De Gaulle, vous écoutez les discours d'aujourd'hui, pardon, mais il y a un manque cruel de culture, et cette culture, c'est d'où on vient, justement. Et c'est ce qu'on va donner derrière. Qu'est-ce qu'on va donner à nos petits-enfants, et à ceux qui arrivent et qui ont envie justement de faire partie de ça, d'avoir ces traditions-là? Qu'est-ce qu'on va leur rendre? Mais est-ce que vous, en tant qu'historien, aujourd'hui, reste une matière extrêmement vivante? Est-ce que vous estimez, par exemple, vous parliez d'instruction, et enfin aujourd'hui devenue l'éducation nationale, vous regrettez que l'histoire n'ait pas une plus grande place à l'école? Oui, je le dis, je l'ai déjà dit sur cette antenne, je le dis assez souvent, quand on voit des gamins 14-15 ans qui savent pas ce que c'est que le 14 juillet, quand on vous poser la question dans la rue, qui est le premier président de la République française, et qui sont incapables de répondre à cette question-là. Alors je sais que c'est pas vital. Bien sûr que, c'est ce que disait dans l'émission tout à l'heure, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on vous dit que vous pouvez devenir riche en étant un influenceur ou une influenceuse, c'est sûr que ça change pas votre vie. Mais quelque part, c'est cette histoire, c'est l'histoire qui fait ce qu'on va devenir. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir cette vision. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui peut s'expliquer par ce qui s'est passé avant, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit Trump, que ce soit X ou Y, tout s'explique. Et si vous n'avez pas la culture, le recul culturel nécessaire, ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, justement, de devenir historien? C'est quoi votre parcours pour ceux qui nous écoutent en disant, oui, quand on est petit, est-ce qu'on est passionné d'histoire et qu'on devient historien? Et quelle est la différence entre un prof d'histoire et un historien? Vous avez 3 heures? Ouais. Moi, 5 minutes 30. J'adorais qu'on me raconte des histoires quand j'étais petit. Et vraiment, c'était ça. Et quand j'ai su qu'on pouvait faire des études d'histoire, ça a été extraordinaire. Alors là, fantastique. Et puis, j'ai vu ce qu'il y avait, on dit background derrière, j'ai vu ce qu'il y avait en cuisine, et ça c'est marrant de savoir ce qu'il y a réellement, comment ça s'est passé, la petite histoire qui fait la grande, et c'est ce qui m'amuse, et c'est ce qui amuse les gens. Le soir du réveillon, quand vous dites, au fait, vous croyez que, mais en fait c'est ça et ça, c'est ce qui amuse beaucoup les gens, et ça c'est génial, et en même temps c'est ça que j'aime redonner. Saviez-vous? C'est exactement ça. Il y a c'est comme tout, il y a des super profs, j'ai eu des super profs d'histoire qui m'ont donné envie et qui ont changé ma vie, ça je peux le dire, vraiment, à la fac, ils ont changé ma vie.
puis d'autres qui m'ont pas donné envie, qui, comme beaucoup au lycée, c'était moins marrant et j'étais plutôt pas très bon. Et la différence entre un prof d'histoire et un historien, l'historien il cherche, c'est un enquêteur. Donc lui, il va aux archives, on va aller chercher au plus près des documents de base. Et le prof d'histoire, qui a certainement été un historien, ou en tout cas qui aurait peut-être voulu l'être, ou qui peut-être l'est également, parce que beaucoup d'historiens sont également profs, lui, il est obligé de faire avec ce qu'on lui donne, c'est-à-dire les élèves qu'il a, qui parfois n'écoutent pas. Je sais, en discutant beaucoup avec des historiens, je sais ce qu'ils vivent. Forcément. Et c'est pas simple, mais quand ils veulent vraiment transmettre, et quand les gamins écoutent, quand il y a vraiment la volonté derrière, moi j'en ai eu il y a pas longtemps un historien qui m'a raconté que il était face à dans le 9-3, face à une galerie d'élèves qui a priori n'étaient pas venus pour ça. Ça a duré 1h30, ils sont venus le voir après, ils ont posé des questions, c'est fantastique. Il a su les emporter, mais en fait, c'est ça. C'est fantastique. Ouais. Et c'est ça qui manque, c'est ce côté, l'histoire, ça peut être extrêmement vivant. Savoir raconter des histoires, c'est un vrai talent. Moi, j'ai grandi avec Alain Decaux, j'ai grandi avec Il était une fois l'homme, j'ai grandi avec des gens comme ça, c'était fantastique. Aujourd'hui, on en a encore, mais il y en a plus beaucoup à la radio, des historiens. Donc, mais c'est aussi traduire peut-être l'histoire, interpréter. Est-ce qu'on est toujours dans la justesse quand on est historien? Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois de sortir de la je sais pas comment vous expliquer, mais de se dire d'interpréter finalement ce qui est vraiment l'histoire. C'est-à-dire que si vous me racontez l'histoire et quelqu'un d'autre, peut-être que ce sera pas du tout la même chose, in fine la même chose, mais en tout cas j'aurais peut-être des détails que d'autres donnent pas. Et c'est ça aussi qui fait le sel de chaque personne. C'est très difficile d'être objectif, ça c'est sûr, beaucoup l'ont dit, être objectif ça n'existe quasiment pas, on reste des humains évidemment. Moi j'ai toujours détesté qu'on m'oblige à penser à ma place, donc j'évite de le faire. Quand je raconte des histoires, moi l'historien pour moi, comme je le disais, c'est un enquêteur, il n'y a pas de bon sujet, de mauvais sujet, il y a un sujet, j'ai tendance à dire je suis le Dr House de l'histoire, moi je me fous totalement de savoir si c'est bien ou mal, je raconte le sujet, j'essaye de donner un peu envie d'écouter, etc. Mais c'est tout. Et on doit parler de tout. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que l'histoire, évidemment, est très politique et très politisée. Attention à ce que vous entendez, attention à ce que vous écoutez et ce que vous croyez savoir. Parce que parfois, on vous a un peu orienté et ça, c'est dangereux et c'est même très grave. Quel pays, il nous reste 2 minutes, quel pays aujourd'hui est le plus proche de nous en matière de tradition, d'histoire, avec lequel on a finalement le plus de choses en commun? Tous les pays latins, évidemment, l'Italie, l'Espagne, bien sûr. L'Angleterre est très, très, très en pointe sur tout ce qui est tradition. Ils savent mettre en valeur leur patrimoine, leur tradition, ils sont très bons. Est-ce que ça changera ou pas? Parce que la population est en train de changer un petit peu en Angleterre. Les pays du Nord, un peu moins, mais l'histoire n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Richard Fremder d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien et animateur de Timeline, l'histoire en podcast pour explorer le passé et éclairer l'avenir. C'est très joli. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve demain à partir de 18h. Dans un instant, le Loft Musique avec Yvan Cujus, Greg Slap et les frères Nakache. Et puis, un peu plus tard, à partir de vie avec Francis Bagnot qui était le biographe officiel de Brigitte Bardot, et nous on se retrouve demain à partir de 18h avec Les Vraies Voix. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Aude, merci Antonin, merci beaucoup Antoine et merci Majid. Voilà, il y a tellement de noms à dire que parfois c'est toujours un petit peu compliqué. Passez une très belle soirée et surtout prenez soin de vous, et on se retrouve demain à partir de 18h. Très bonne soirée à tous, salut, à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.